Vous n'êtes pas assez agressif pour cette industrie. Je m'appelle Derek Sullivan. J'ai 49 ans et j'ai passé 13 ans à développer le département des achats chez Ridgemont Industrial à Denver, Colorado. Quand Charlène Beck est entrée dans mon bureau ce mercredi matin, avec un dossier rempli de devis de fournisseurs pour des composants hydrauliques de mauvaise qualité, j'ai su que quelque chose avait changé d'une manière qui ne me plaisait pas. Ces composants ne répondent pas à nos spécifications de sécurité, lui ai-je dit en repoussant les documents sur mon bureau. La résistance à la traction est 35% inférieure à ce que nos ingénieurs exigent. Charlène a ajusté ses lunettes et m'a lancé ce regard qu'elle perfectionnait depuis qu'elle était devenue notre nouvelle PDG 3 mois plus tôt. Derek, nous devons repenser notre approche des achats. Nos marges souffrent parce que vous surdimensionnez tout. J'entendais ce discours depuis des semaines, depuis que Charlène avait succédé à Ted Blackwood, qui avait fait de Ridgemont un fabricant respecté d'équipements miniers. La pression pour réduire les coûts était devenue incessante. Ces composants sont destinés à nos excavatrices. Ai-je dit, s'ils échouent, des gens meurent. Elle s'est adossée à son siège, m'observant comme si j'étais un problème à résoudre. Brooke nous rejoindra la semaine prochaine. Elle apportera des perspectives nouvelles sur l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement. Brooke, la fille d'une amie de Charlène, tout juste sortie d'une école de commerce avec un MBA et aucune expérience pratique. J'avais entendu parler d'elle par le réseau. Jeune, ambitieuse et prête à prouver sa valeur en mettant en œuvre des stratégies agressives de réduction des coûts. Je fais ce travail depuis 13 ans. Ai-je dit prudemment, je connais nos fournisseurs, nos normes de qualité et les attentes de nos clients. C'est précisément le problème, a répondu Charlène en se levant, lissant sa jupe. Vous connaissez l'ancienne façon de faire. Cette industrie change, Derek. Les entreprises qui ne s'adaptent pas sont laissées pour compte. Elle a quitté mon bureau sans un mot de plus. Le message était clair. Si vous aimez les histoires sur l'avidité et sur la manière dont l'expertise réelle peut triompher de ceux qui méprisent l'expérience, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne dès maintenant. Chaque jour, il y a de nouvelles histoires sur la justice et la revanche intelligente. Je suis resté longtemps assis après son départ, regardant les devis des fournisseurs éparpillés sur mon bureau. Tous les instincts développés au fil de 13 ans me disaient que nous courions à la catastrophe. Les matériaux que Charlène voulait approuver étaient bon marché. Mais ils l'étaient, pour une raison. Ce soir-là, j'ai appelé ma femme, Karen, depuis mon camion sur le parking. Quelque chose se prépare, lui ai-je dit. Je le sens. J'avais commencé chez Ridgemont, juste après l'armée, où j'avais appris que couper les coins ronds sur les spécifications des équipements n'était pas seulement mauvais pour les affaires, c'était mortel. Ted Blackwood m'avait embauché parce qu'il appréciait cet état d'esprit. Je veux quelqu'un qui comprenne que notre réputation repose sur la fabrication de produits durables, m'avait-il dit lors de mon entretien. Au fil des ans, j'avais bâti des relations avec des fournisseurs partageant cette philosophie. Des entreprises comme Titan Forge Industries et Apex Components, des sociétés familiales fières de leur travail. Nous payions des prix justes pour des matériaux de qualité. Et en retour, ils nous fournissaient des composants dépassant les spécifications. Nos excavatrices étaient réputées dans toute la région des Rocheuses pour leur fiabilité. Mon fils, Tyler, venait de commencer sa 2e année à la Colorado School of Mines, en ingénierie. Il avait grandi en m'entendant parler des normes de sécurité et du contrôle de qualité. Papa dit toujours que les coins que tu coupes aujourd'hui te couperont demain. Plaisantait-il quand ses amis se plaignaient de son attention aux détails. Mais Charlène Beck venait d'un autre monde. Elle avait travaillé pour des cabinets de conseil et des sociétés de capital investissement, où le succès se mesurait en rapport de bénéfices trimestriels, plutôt qu'en décennies d'opérations sans accident. Quand le conseil d'administration l'a embauchée pour moderniser Ridgemont après le départ à la retraite de Ted, j'avais espéré qu'elle comprendrait ce qui rendait notre entreprise spéciale. Les signes avant-coureurs avaient été subtils au début. Des emails sur les opportunités d'efficacité des achats. Des demandes de ventilation détaillée des coûts pour chaque contrat de fournisseur. Des questions sur la nécessité réelle d'inspecter chaque livraison, alors que nos fournisseurs avaient fait leurs preuves. Puis, Brooke est arrivée, 24 ans,
pleine d'enthousiasme et armée de tableurs, montrant combien nous pourrions économiser en passant à des fournisseurs moins chers. Elle assistait à toutes les réunions des achats, prenant des notes et posant des questions pointues sur nos relations avec les fournisseurs. « Derek ?» a-t-elle dit lors d'une réunion particulièrement tendue, « avez-vous envisagé que votre attachement émotionnel à ces fournisseurs pourrait affecter votre jugement ?» Attachement émotionnel. C'est ainsi qu'elle qualifiait 13 ans de confiance bâtie avec des entreprises qui n'avaient jamais livré un composant défectueux. J'ai commencé à conserver des copies de toute ma correspondance avec Charlène et Brooke. Quelque chose me disait que j'aurais besoin de documenter mes objections à leur changement proposé. Karen a remarqué que je restais plus tard au bureau, vérifiant 2 fois les commandes et relisant les rapports de qualité. « Tu es inquiet à propos de quelque chose ?» m'a-t-elle dit un soir. « Ils vont me licencier », lui ai-je répondu. « Ils n'ont juste pas encore trouvé comment. » La fin est arrivée un vendredi matin de novembre. Charlène m'a convoqué dans son bureau avec Brooke à ses côtés, toutes deux affichant des expressions que j'avais déjà vues, le regard de personnes ayant déjà pris une décision. « Derek, nous avons décidé de restructurer le département des achats », a commencé Charlène. « Brooke prendra en charge vos responsabilités à effet immédiat. » Je suis resté assis un moment, assimilant ce que je venais d'entendre. 13 ans de service, et il confiera mon poste à quelqu'un qui était dans l'entreprise depuis exactement 4 semaines. Puis-je demander pourquoi ? Ai-je dit. Brooke s'est penché en avant, consultant sa tablette. Vos pratiques d'achat sont 42% plus coûteuses que les références de l'industrie. Nous avons identifié des opportunités importantes d'économie que vous avez refusé de mettre en œuvre. Ces économies viennent de l'utilisation de matériaux qui ne répondent pas à nos spécifications de sécurité. Charlène a balayé ma remarque d'un geste de la main. Derek, vous êtes coincé dans un état d'esprit dépassé. La fabrication moderne exige une gestion agressive des coûts. Vous n'êtes tout simplement pas assez agressif pour cette industrie. J'ai pensé à la grue qui s'était effondrée à Seattle 2 ans plus tôt à cause de boulons de mauvaise qualité utilisés pour économiser $40 par unité. 3 ouvriers étaient morts. Mais Charlène et Brooke ne pensaient que pas à Seattle. Elles pensaient à leur prochain rapport trimestriel. « Je comprends », ai-je dit calmement. Elle semblait surprise par ma réponse posée. Brooke s'attendait probablement à ce que je proteste ou fasse une scène. Au lieu de cela, je me suis levé et j'ai tendu la main à Charlène. « Merci pour la leçon », ai-je dit. Elle m'a serré la main, l'air perplexe. « La leçon ? Vous m'avez appris quelque chose d'important sur la différence entre coût et valeur. » J'ai vidé mon bureau cet après-midi-là, pendant que le reste du département observait en silence, abasourdi. Tommy Rodriguez, du service d'expédition, m'a aidé à porter mes cartons jusqu'à mon camion. « C'est injuste, Derek », m'a-t-il dit. « Tout le monde le sait. » Parfois, l'injustice est juste la première étape vers quelque chose de juste. Lui ai-je répondu. Ce week-end-là, j'ai passé du temps dans mon garage à parcourir 13 ans de contact avec des fournisseurs, de rapports de qualité et de relations dans l'industrie. J'avais quelque chose que Charlène et Brooke ne comprenaient pas. Pas seulement des connaissances, mais de la confiance. Le genre de confiance qui vient du fait de toujours faire ce qui est juste, même quand cela coûte plus cher. J'ai appelé Jake Morrison de Titan Forge Industries le lundi matin. « Derek, j'ai entendu ce qui s'est passé chez Ridgemont », m'a-t-il dit. « Charlène Beck a appelé ici la semaine dernière pour exiger qu'on réduise nos prix de 25%. Sinon nous perdrions le contrat. » Qu'est-ce que vous lui avez répondu ? Je lui ai dit que nos prix reflètent notre qualité. Si Ridgemont veut de l'acier moins cher, ils devront trouver quelqu'un d'autre pour le fournir. C'est à ce moment-là que j'ai su exactement ce que j'allais faire. Lancer une entreprise à 49 ans n'était pas quelque chose que j'avais prévu. Pas plus que de regarder Charlène Beck détruire tout ce que Ted Blackwood avait construit. J'ai passé le premier mois après mon licenciement à rechercher des licences commerciales, à consulter des avocats et à contacter les fournisseurs qui avaient été écartés par la nouvelle stratégie d'achat agressive de Ridgemont. La réponse m'a surpris. Jake Morrison de Titan Forge n'était pas seulement intéressé à travailler avec ma nouvelle entreprise, il voulait y investir. « Vous comprenez la qualité, Derek ?» m'a-t-il dit autour d'un café dans un dîner du sud-est de Denver. Il y a un marché pour les entreprises qui croient encore en faire les choses correctement. En 6 semaines,
j'avais créé Superior Materials Corporation et obtenu un financement initial de 4 fournisseurs lassés de participer à la course au moins 10 ans. Notre modèle économique était simple: développer et sourcer des matériaux de qualité supérieure pour les fabricants qui valorisent la sécurité et la fiabilité plutôt que des économies à court terme. Pendant ce temps, la nouvelle stratégie d'achat de Ridgemont commençait à porter ses fruits, mais pas ceux que Charlène attendait. Tyler m'a appelé de l'université début mars. « Papa, as-tu vu les nouvelles sur Ridgemont ?» Je n'avais rien vu, mais une rapide recherche sur Internet a révélé le titre. Ridgemont Industrial émet un rappel volontaire des excavatrices de la série R. L'article mentionnait des défaillances potentielles de composants et une abondance de prudence concernant la sécurité des opérateurs. Je savais exactement quels composants avaient échoué. Les raccords hydrauliques que Brooke avait sourcés auprès d'un fournisseur à bas prix dans le Tennessee. Ceux que j'avais rejetés pour non-conformité aux spécifications de pression. Le rappel coûterait à Ridgemont environ 3,2 millions de dollars, sans compter les dommages à leur réputation. Charlène m'a appelé le lendemain. « Derek, je sais que nous avons eu nos différends, mais je me demandais si vous envisageriez de nous consulter sur cette situation de rappel. » L'ironie ne m'a pas échappé. Je crains de ne pas être disponible pour du conseil, Charlène. Je suis trop occupé à construire ma propre entreprise. Votre propre entreprise ? Sa voix trahissait un mélange de surprise et de scepticisme. Derek, lancer une entreprise de fabrication nécessite un capital important et des relations dans l'industrie. Êtes-vous sûr d'être prêt pour ce genre de défi ? Je vous remercie de votre sollicitude, ai-je dit, mais je pense que je vais m'en sortir. Ce que Charlene ne savait pas, c'est que Superior Materials avait déjà sécurisé des contrats avec 4 anciens clients de Ridgemont. Des entreprises préoccupées par les problèmes de qualité de Ridgemont et à la recherche d'alternatives. Les nouvelles circulent vite dans l'industrie des équipements de construction, surtout lorsqu'il s'agit de problèmes de sécurité. Au printemps, nous avions déménagé de mon garage à une petite usine à Lakewood. J'ai embauché Tommy Rodriguez du département d'expédition de Ridgemont comme premier employé, suivi de 2 spécialistes du contrôle qualité qui avaient été licenciés lorsque Charlène avait supprimé l'équipe d'inspection de Ridgemont pour réduire les coûts. La véritable percée est survenue lorsque nous avons développé un nouvel alliage d'acier qui dépassait les exigences de résistance de l'industrie tout en restant compétitif en termes de coûts. Notre métallurgiste, le docteur Angela Foster, une femme brillante que j'avais rencontrée par Jake Morrison, travaillait sur cette formule depuis des années dans son ancien emploi. Cet alliage pourrait révolutionner la fabrication d'équipements de construction, a-t-elle expliqué lors de sa présentation à notre conseil d'administration. Il est 40% plus résistant que les normes actuelles de l'industrie, mais le coût de production n'est que 18% plus élevé. En quelques mois, des fabricants d'équipements nous appelaient au lieu que ce soit nous qui les sollicitions. Des entreprises comme Cascade Construction et Northwest Heavy Industries étaient impatientes de différencier leurs produits avec Superior Materials. Pendant ce temps, Ridgemont continuait de connaître des problèmes. Leur deuxième rappel est survenu en juillet. Des ensembles de roulements défectueux que Brooke avait sourcés auprès d'un fournisseur étranger avec un contrôle qualité douteux. Le troisième rappel a suivi en septembre. Je ne prenais pas plaisir aux problèmes de Ridgemont, mais je ne pouvais m'empêcher de me sentir justifié. Chaque rappel, chaque plainte de client, chaque enquête de sécurité prouvait que l'état d'esprit dépassé que Charlène avait critiqué était en réalité la base d'une pratique commerciale durable. Mais c'est là que les choses ont vraiment commencé à changer. En octobre, Superior Materials comptait 28 employés et occupait 3 bâtiments dans notre usine agrandie. Nous avions établi des relations avec des fabricants à travers l'ouest des États-Unis. Tous attirés par notre réputation de qualité intransigeante. C'est alors que j'ai appris que Ridgemont était en grave difficulté financière. L'appel est venu d'une source inattendue, Ted Blackwood lui-même, le fondateur que Charlène avait poussé à la retraite. Il avait entendu parler de Superior Materials par des contacts dans l'industrie et voulait me rencontrer pour déjeuner. « Derek, je vous dois des excuses », m'a-t-il dit alors que nous étions assis dans le même restaurant où il m'avait offert ma première promotion 10 ans plus tôt. J'aurais dû me battre plus fort quand le conseil a embauché Charlene. Je savais qu'elle ne comprenait pas notre entreprise.
Vous étiez prêt à prendre votre retraite, Ted. Vous méritez de profiter sans vous battre contre la politique d'entreprise. Il a secoué la tête. J'ai lutté contre la politique d'entreprise pendant 30 ans pour construire cette entreprise. J'aurais dû me battre un peu plus longtemps pour la protéger. Il a marqué une pause, étudiant son café. Charlène m'a appelé. Ridgemont est en difficulté, de graves difficultés. Les détails qu'il a partagés étaient pires que je ne l'imaginais. Les rappels avaient déclenché plusieurs poursuites de clients dont les équipements avaient échoué. Les compagnies d'assurance refusaient de renouveler la couverture de responsabilité de Ridgemont. 3 contrats majeurs avaient été annulés en raison de préoccupations de sécurité. Mais il y a autre chose, a poursuivi Ted, quelque chose que Charlène ne sait pas encore. L'audit financier que j'ai demandé avant de vendre mes parts est sur le point de devenir public. Il montre que les décisions d'achat de Brooke ont créé une exposition à des responsabilités d'environ 73 millions de dollars, soit plus que le chiffre d'affaires annuel de Ridgemont de 68 millions de dollars. Le conseil d'administration envisageait de demander la protection contre la faillite, a-t-il dit doucement. Ils espèrent restructurer leurs dettes et repartir de zéro avec une nouvelle direction. Je me suis adossé, absorbant l'ampleur de l'effondrement de Ridgemont. Et les employés ? C'est pourquoi je vous parle, Derek. Il y aura une vente d'actifs. Les installations, les équipements, les contrats clients, tout sera vendu au plus offrant. Il m'a regardé dans les yeux. Superior Materials pourrait soumettre une offre. L'idée ne m'avait jamais traversé l'esprit. Quand j'avais créé ma société, je m'étais concentré sur la construction de quelque chose de nouveau, pas sur l'acquisition de quelque chose de brisé. Mais Ted avait raison. Les actifs de Ridgemont pourraient accélérer la croissance de Superior Materials de plusieurs décennies. Pensez-vous vraiment que nous sommes prêts pour une telle expansion ? Je pense que vous comprenez la véritable valeur de Ridgemont mieux que quiconque, a-t-il dit. Vous savez quels clients garder, à quels fournisseurs faire confiance, quels employés valent la peine d'être retenus. Plus important encore, vous comprenez ce qui a fait le succès de Ridgemont avant que Charlène n'essaie de réparer ce qui n'était pas cassé. Ce soir-là, j'ai convoqué une réunion d'urgence avec Jake Morrison et nos autres investisseurs. Quand j'ai expliqué la situation, leur réponse a été unanime. Superior Materials devait préparer une offre pour les actifs de Ridgemont. C'est une justice poétique, a dit Jake. Vous êtes licencié pour avoir refusé de compromettre la qualité. Et maintenant, la qualité va sauver l'entreprise qui vous a licencié. Au cours des semaines suivantes, nous avons travaillé avec des avocats et des conseillers financiers pour structurer notre offre. Le processus a révélé l'ampleur de la mauvaise gestion de Ridgemont. Les réductions de coûts agressifs de Charlène avaient aliéné leurs meilleurs fournisseurs. Leurs problèmes de qualité avaient éloigné leurs clients les plus précieux. Et l'inexpérience de Brooke avait créé des responsabilités juridiques qui prendraient des années à résoudre. Mais sous tout ce gâchis se trouvait l'entreprise que Ted Blackwood avait construite. Des relations clients solides, des contrats précieux et des employés compétents qui avaient été forcés d'appliquer des politiques qu'ils savaient mauvaises. Nous n'achetons pas seulement des actifs. Ai-je dit à Karen un soir en examinant les documents de l'offre. Nous sauvons une entreprise de personnes qui n'ont jamais compris ce qui la rendait précieuse. L'enchère de faillite était prévue pour le 10 décembre au tribunal fédéral du centre-ville de Denver. Superior Materials avait soumis notre offre 3 jours plus tôt. 58 millions de dollars pour l'ensemble des actifs de Ridgemont, incluant les installations, les équipements, les contrats clients et la propriété intellectuelle. Notre offre n'était pas la plus élevée. Meridian Capital, une société de capital investissement, avait proposé 64 millions de dollars. Mais notre offre incluait quelque chose que la leur n'avait pas. Un engagement à conserver la main-d'œuvre existante de Ridgemont et à honorer toutes les garanties des clients. Le tribunal prendra en compte plus que le montant de l'offre, a expliqué notre avocat. Ils veulent voir des offres qui préservent les emplois et maintiennent la continuité des activités. Ce que le tribunal ne savait pas, ce que personne sauf Ted et moi ne savions, c'est que Superior Materials avait déjà sécurisé des accords avec les 3 plus gros clients de Ridgemont pour poursuivre leur contrat sous une nouvelle direction. Nous avions également conclu des accords d'emploi temporaires avec 15 employés clés de Ridgemont, dont Tommy et 2 des spécialistes du contrôle qualité
avec lesquels j'avais travaillé pendant des années. Charlène n'avait aucune idée de ce qui se passait. Selon Ted, elle se concentrait sur la recherche d'un nouvel emploi, convaincue que la faillite serait gérée par des avocats et des comptables pendant qu'elle passait à sa prochaine opportunité. Elle allait bientôt découvrir à quel point elle avait tort. L'enchère a eu lieu dans une petite salle d'audience remplie d'avocats, de comptables et de représentants des entreprises soumissionnaires. Charlène était assise au premier rang avec Brooke à ses côtés. Toutes deux semblant mal à l'aise dans un processus qu'elles ne comprenaient manifestement pas. Quand le juge a appelé les présentations finales, Meridian Capital est passé en premier. Leur représentante, une femme élégante dans la trentaine, a exposé leur plan de démanteler les actifs de Ridgemont, de vendre l'immobilier et de liquider l'inventaire. Cette approche maximise la récupération pour les créanciers et élimine les risques opérationnels continus, a-t-elle expliqué. Quand notre tour est venu, je me suis levé, tenant un dossier contenant des lettres des employés, des clients et des fournisseurs de Ridgemont. Votre honneur, Superior Materials Corporation, soumet respectueusement que Ridgemont Industrial représente plus que de simples actifs en difficulté. Cette entreprise a 40 ans d'histoire au service de l'industrie de la construction. Ses employés ont des décennies d'expérience. Ses clients dépendent d'un service continu pour les équipements qu'ils ont déjà achetés. J'ai ouvert le dossier et commencé à lire. Northwest Construction écrit « Les excavatrices de Ridgemont sont la colonne vertébrale de notre flotte. Nous avons besoin de l'assurance que les pièces et le service continueront. » Charlène s'est tournée sur son siège, reconnaissant enfin ma voix. Son visage a blêmi lorsqu'elle a réalisé qui présentait l'offre concurrente. Pacific Infrastructure déclare « Nous travaillons avec Ridgemont depuis 15 ans. La fiabilité de leurs équipements est cruciale pour nos opérations. » J'ai regardé directement Charlène en lisant la lettre suivante. Et Titanforge Industries déclare « Ridgemont était notre plus gros client jusqu'à ce que des changements récents de gestion compromettent leurs exigences de qualité. Nous serions ravis de reprendre notre partenariat sous une nouvelle direction. » Le juge a posé plusieurs questions sur notre financement et nos plans opérationnels. J'ai répondu à chacune avec des détails précis sur la manière dont Superior Materials intégrerait les opérations de Ridgemont tout en maintenant nos normes de qualité. Lorsque les présentations se sont terminées, le juge a annoncé une pause de 30 minutes pour examiner les offres. Charlène m'a coincé dans le couloir, sa composure enfin fissurée. « C'est ridicule, Derek. Vous n'étiez qu'un responsable des achats qui n'a pas su s'adapter aux pratiques commerciales modernes. » J'étais un responsable des achats qui comprenait la différence entre coût et valeur. Ai-je répondu calmement. Les documents du tribunal montrent exactement ce que vos pratiques commerciales modernes ont accompli. Brooke se tenait derrière Charlène, l'air confuse et effrayée. Quel document du tribunal ? L'évaluation des responsabilités des rappels. Ai-je dit. 73 millions de dollars de dommages potentiels, tous attribuables aux décisions d'achat prises après mon licenciement. La façade confiante de Charlène s'est complètement effondrée alors que les implications s'installaient. Le juge est revenu dans la salle d'audience à 15 heures précises, son expression ne révélant rien alors qu'il examinait les documents finaux de l'offre. Après un examen attentif de tous les facteurs, y compris les montants des offres, la continuité opérationnelle, la rétention des employés et la récupération des créanciers, ce tribunal attribue le paquet d'actifs de Ridgemont Industrial à Superior Materials Corporation. Le marteau du juge a retenti avec un son qui semblait résonner dans la salle d'audience silencieuse. Le souffle court de Charlène était audible à 3 rangées de distance. Je me suis levé pour reconnaître la décision du tribunal, gardant une expression neutre malgré la satisfaction qui me parcourait. Notre avocat m'a serré la main, mais mon attention était fixée sur la réaction de Charlène. Elle s'est tournée sur son siège, son visage mêlant choc et rage. « C'est impossible !» a-t-elle murmuré assez fort pour que je l'entende. « Vous ne pouvez pas simplement. Comment avez-vous... » « Félicitations, Monsieur Sullivan, » a dit le juge. « Superior Materials Corporation est désormais propriétaire de tous les actifs de Ridgemont Industrial. Les documents de transfert seront traités dans les 48 heures. » Alors que la salle d'audience commençait à se vider, Charlène est restée figée sur place, me fixant toujours avec incrédulité.
La femme qui m'avait sermonné sur l'adaptation aux pratiques commerciales modernes venait de voir son ancien subordonné acquérir son entreprise, à travers la faillite qu'elle avait causée. Je suis passé devant Charlène sans un mot. Mais je me suis arrêté lorsqu'elle a appelé mon nom. Derek, attendez. Sa voix avait perdu toute son autorité d'entreprise, remplacée par quelque chose de plus proche de la désespérance. Ça n'a pas de sens. Vous n'étiez qu'un responsable des achats. Comment avez-vous financé cela ? J'ai construit des relations avec des gens qui valorisent la qualité plutôt que les profits rapides. Ai-je dit simplement. Les mêmes fournisseurs que vous avez aliénés ont investi dans Superior Materials, parce qu'ils savaient que nous comprenions ce que vous n'avez jamais compris. Brooke a enfin trouvé sa voie. Derek, que va-t-il nous arriver maintenant ? Je l'ai regardé un moment, me souvenant de la jeune femme enthousiaste qui avait qualifié mon attachement au fournisseur fiable d'émotionnel. Vous trouverez une solution, Brooke. Vous êtes assez agressive pour cette industrie, souvenez-vous ? 3 semaines plus tard, je me tenais dans l'usine rénovée qui affichait désormais le logo de Superior Materials, là où l'enseigne de Ridgemont avait trôné pendant 40 ans. Tommy formait 2 nouveaux inspecteurs de contrôle qualité, tous 2 impatients d'apprendre de quelqu'un qui n'avait jamais compromis les normes de sécurité. La première excavatrice sortie de notre chaîne de production portait une petite plaque indiquant « Superior Materials, qualité sans compromis ». Charlène Beck et Brooke ont fait face à une ruine professionnelle complète lorsque l'ampleur de leur mauvaise gestion est devenue publique à travers les procédures de faillite. La carrière de Charlène s'est terminée de manière permanente lorsque plusieurs agences réglementaires ont cité ces décisions comme des facteurs contributifs directs à des violations de sécurité ayant entraîné des défaillances d'équipement, la rendant légalement inemployable dans tout rôle de fabrication nécessitant une supervision de la sécurité. Les poursuites liées au rappel l'ont poursuivi personnellement. Les avocats de l'entreprise ayant réussi à arguer que ces directives agressives de réduction des coûts constituaient une négligence grave, qui annulait ces clauses de protection exécutive. Le MBA de Brooke est devenu sans valeur lorsque ces désastres d'achat ont été étudiés dans les écoles de commerce à travers le pays, comme des exemples classiques de la manière dont l'inexpérience et le mauvais jugement pouvaient détruire des entreprises établies. Son association avec l'effondrement de Ridgemont l'a rendu inemployable dans les domaines de l'achat ou de la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Les 73 millions de dollars d'exposition à des responsabilités qu'elles ont créées les ont hantées à travers des années de dépositions, d'audiences judiciaires et de saisies d'actifs personnels, alors que les créanciers poursuivaient toutes les voies de récupération. Je souriais en parcourant l'usine où des hommes et des femmes prenaient fierté à construire des équipements qui ne failliraient jamais à ceux qui en dépendaient. Comprenant que parfois, la patience et les principes comptent plus que l'agressivité et l'ambition. Si vous avez aimé cette histoire, veuillez aimer la vidéo et laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir des alertes sur de nouvelles histoires comme celle-ci. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.